Alerte, le triptyque humaniste existentiel, ses romans. Le fascicule de présentation. Le livre 1, le dernier regard en 2 tomes. Le livre 2, les fictions de la science en 2 tomes. Le livre 3, l'insouciance de la conscience en 2 tomes. Le fascicule d'expertise. Alerte, le triptyque humaniste existentiel. Son livre 3. L'insouciance de la conscience. Tome 1. Avertissement. Des sources d'information. Contrairement à la recherche conventionnelle où l'information recueillie est aussitôt transmise, celle issue de l'investigation ne peut être dévoilée que lorsqu'elle apparaît cohérente et complète, après de nombreuses recherches. La recherche sur un sujet est continue même après une diffusion. Comme pour tout projet, il convient de déterminer des objectifs, d'établir un plan d'action et des stratégies. Un surplus d'investigation est la règle essentielle avec la recherche d'une documentation maximale permettant de confirmer ou d'infirmer des faits, à partir des sources. Aucune information ne doit être dévoilée sans un contrôle permanent, par une succession de recoupements permettant de la légitimer. Il convient d'abord d'être convaincu que de fausses informations peuvent être apportées et que la vigilance doit être totale pour ce qui concerne les sources. Les informations officielles ne sont pas, généralement, les informations réelles. Les informations réelles sont souvent tues par les autorités et les institutions ou tronquées, ou même camouflées, dès lors qu'elles dérangent. Elles sont souvent utilisées en éléments de désinformation. Les autorités craignent, la plupart du temps, une possibilité d'atteinte à leurs intérêts et à leurs prérogatives ou ce qu'ils représentent, par une divulgation des faits exacts. Les sources d'information de l'investigation doivent provenir essentiellement de documentations indépendantes permettant une analyse par comparaison avec aussi, le cas échéant, une référence à des versions officielles. L'investigation permet de recueillir un volume de renseignements conséquent. Toutefois, les sources doivent rester secrètes. Elles sont un gage de sécurité. La structure des faits évoqués est primordiale en raison de son éventuel impact. La crédibilité pour ce modèle d'information est cruciale. Tout sujet traité est d'abord utilisé comme hypothèse de travail, à partir de documentation vérifiée, et à partir de toutes les sources possibles et disponibles. Une organisation des données, leurs contrôles et leurs analyses permettent d'établir un ordre narratif sur un sujet traité pouvant alors être publié et défendu. L'investigation a pour principe d'exposer des situations toujours exactes et authentifiées afin de pouvoir, éventuellement, dénoncer des faits. Il faut aussi, pouvoir ensuite donner les indices qui peuvent permettre de réformer et si possible en autorisant de promouvoir une meilleure solution. L'engagement de l'investigation doit être total. Il se doit donc d'être rigoureux et juste. Bien que d'un fonctionnement particulièrement différent et de cultures très diverses, l'espèce humaine semble se diriger vers une oligarchie dirigeante globalisée, au niveau de toute la planète. Les questions qui se posent sont alors de savoir comment la société humaine sera ensuite organisée. Pourquoi un tel choix d'organisation, par qui sera-t-elle dirigée et pour qui le sera-t-elle? Est-ce que le schéma restera celui du système monétaire actuel, pour les échanges des biens et des services? Est-ce que celui du modèle économique restera identique, avec les mêmes acteurs religieux et politiques, sous-jacents? Si les bases philosophiques organisationnelles n'évoluent pas, rien ne permettra les changements indispensables. Les oligarchies dirigeantes actuelles mènent une politique de rétention de l'information et même de désinformation systématique concernant de nombreux sujets sociétaux. Cela concerne aussi de nombreuses avancées technologiques qui pourraient être utilisées. Serait-elle réalisée et envisagée à l'encontre de l'humanité, au lieu de lui être favorable? La négation totale des possibilités de contact avec des entités venues d'autres espaces du cosmos apparaîtrait comme une volonté d'empêcher le genre humain d'évoluer vers d'autres formes de savoir et de connaissance. Le silence pesant des responsables du recueil d'informations, concernant des témoignages qui sont la plupart du temps recueillis par des militaires, ne permettra pas à notre humanité d'aller vers une progression intellectuelle. Les fictions de la science sont également une analyse implacable de notre organisation humaine. Elle apparaîtrait même comme étant celle de la dernière chance. Cet ouvrage n'a pas pour objet d'imposer un point de vue. Il a été réaliste dans l'ordre de réception des informations. Son aspect, un peu déroutant, permet de respecter les valeurs de chacun, sans aucune volonté de convaincre.
Chacun doit pouvoir analyser les sujets abordés, sans a priori. Chacun doit avoir le droit à ne pas savoir. Préambule. Une valorisation. Ainsi que cela a été précisé dans les deux précédents ouvrages, de la même collection, Le Dernier Regard, et Les Fictions de la Science, la conscience ne retiendrait pour vrai que ce qu'elle est capable d'assimiler. Elle n'a pas de définition exhaustive. Elle n'est pas un modèle social de référence, ni pour l'individu ni pour la collectivité humaine. Pourtant son modèle de systématisation de la connaissance et de l'organisation pourrait nous laisser penser que l'humanité, dans son positionnement parmi les autres espèces vivantes, serait une espèce plus valorisée. Toutefois, sa tâche serait exponentielle et vraisemblablement infinie. Cependant, la recherche fondamentale sur le fonctionnement de la conscience apparaît plus crédible, si elle est comparée aux croyances dogmatiques, admises indiscutablement, jusque-là. Il conviendrait d'établir un pouvoir de la conscience, malgré les valeurs aléatoires de ces théories non confirmées à quelque instant que ce soit. Il apparaîtrait vraisemblable de devoir connaître d'abord, quelles sont les raisons de notre présence sur cette planète, dans cet univers. Y aurait-il un rôle, une mission individuelle, une mission collective? L'avenir de l'humain dépendrait-il des raisons qui le contraignent à cette présence? Quel est le rapport de l'espèce humaine avec les autres espèces animales, végétales et peut-être aussi minérales? Quel peut être le rapport avec d'autres espèces, ailleurs dans notre galaxie? Quel est le rapport entre l'espèce humaine terrestre et d'autres espèces dispersées dans l'univers? Quel pourrait être le rapport entre la vie des espèces terrestres et la vie d'autres espèces extraterrestres? Il nous apparaît peu vraisemblable qu'un roman puisse prétendre en donner la clé. Cependant, toute investigation peut s'avérer utile et quelquefois indispensable. Un roman présente le gros avantage de pouvoir exposer des supposées vérités, sans risque. Il convient cependant de savoir que la vérité n'est jamais bonne à dire. Qu'il est surtout interdit de l'écrire. Il est pourtant prépondérant d'être toujours en mesure de chercher à la connaître. Une vérité romancée permet de pouvoir communiquer, sans tomber obligatoirement dans la fiction. Simplement, il suffit de savoir décrypter, pour connaître et comprendre. Ce roman se présente également sous la forme d'un puzzle. Les pièces qui le composent y sont volontairement dispersées. Des pièces adjacentes sont évidemment manquantes. Lorsque vous entamerez l'écoute ou la lecture de ce roman, vous serez confronté, pour le moins, à de la perplexité, si ce n'est, à un dilemme. Dès les premiers sujets abordés, vous n'aurez pas d'autre choix que de considérer, soit que tout est faux, puisqu'il s'agit d'un roman, soit que tout pourrait être vrai, justement, parce qu'il s'agit d'un roman. Un roman étant le seul moyen permettant de masquer des vérités dérangeantes. Si, dès la lecture des premiers paragraphes, vous avez un doute sur l'authenticité des faits, n'en continuez pas son écoute ou sa lecture. Cela voudra dire que cet ouvrage n'est pas en mesure de vous concerner. Si, au contraire, vous faites le choix de continuer à lire ou écouter cet ouvrage, il vous faudra alors convenir d'un impératif indiscutable, celui que des erreurs s'y seront probablement insérées. L'organisation de l'ouvrage s'articule à partir de la méthode ORD. Une première approche de chaque sujet traité a consisté à scruter, à écouter, à observer, et aussi à recouper les informations, avec le plus d'attention et de précision possible. Le second contact a consisté à analyser les éléments d'observation qui ont été recueillis, à les structurer et à réfléchir sur leurs impacts. Enfin, il est devenu prépondérant de définir un modèle de réalisation, permettant de décider d'une éventuelle action qu'il conviendrait, le cas échéant, de devoir mettre en œuvre. L'ORD, observer, réfléchir et décider, sont donc les trois éléments qui devraient permettre, à chacun de nous, d'évaluer les incidences de nos actes individuels et collectifs, provoqués ou subis. Une redondance est apparue indispensable dans le traitement de certains sujets, difficilement compréhensibles par une seule approche. D'autres sujets ont été volontairement morcelés, à cause de leur rigueur d'accès. Tout au long de cette étude structurelle, les sujets portant sur une vision philosophique, sociale, économique et religieuse y seront tour à tour abordés. Certains des sujets ainsi évoqués risqueront de choquer vos préjugés. Le traitement des sujets n'a évidemment rien d'exhaustif, il correspond à une volonté de montrer ce qui est, a priori, dérangeant. C'est volontairement qu'aucune logique dans le traitement des sujets traités n'ait été agencée.
Il est apparu indispensable et honnête de ne pas respecter une quelconque cohérence de construction. Chacun doit être en mesure d'établir son opinion, sans l'ajout d'une influence extérieure. C'est au contraire, à partir de cette prospective que doit se réaliser, pour chacun, un niveau de recherche complémentaire et souhaitable pour comprendre, réfléchir et peut-être décider. Nul n'est en mesure de détenir la vérité. Chacun d'entre nous ne détient que sa vérité. Nul n'a donc le droit d'imposer sa vérité aux autres. Chacun doit pouvoir définir sa stratégie, en fonction de son niveau de connaissance, de son niveau d'analyse et de son niveau de synthétisation. Aucune personne ni organisation n'a le droit de décider pour les autres. La délégation des responsabilités, prônée par nos gouvernants, n'est qu'une stratégie mise en œuvre pour une prise des pouvoirs, sans partage. La société humaine s'organise à partir de quelques modèles. Il est possible de prendre un schéma géométrique pyramidal pour expliquer l'un de ces modèles. 3 éléments peuvent s'y distinguer. Une oligarchie dirigeante qui se trouve au sommet. Une classe moyenne qui sert à structurer la société. Une classe tertiaire qui vit dans la précarité au quotidien. La répartition numérique de chacun de ces 3 secteurs socio-économiques est sans importance. La structure de chacun de ces 3 éléments est, par contre, très précise. L'élite, au sommet, s'octroie tous les pouvoirs, décisionnels, économiques et structurels, sans aucun partage possible. Les privilégiés de la classe médiane cherchent constamment à progresser vers l'élite. Ils sont, du reste, façonnés par l'élite qui leur laisse croire à une possibilité d'évolution sociale et économique. La 3e partie de la société, fixée à la base de notre exemple géométrique, est la plus nombreuse, mais aussi la plus vulnérable. Elle n'a aucun espoir de progression. C'est très rarement que certains de ses membres parviennent à accéder à un échelon supérieur. Aucune opportunité ne leur est généralement accordée. Ce n'est qu'au prix d'efforts considérables, soutenus tout au long d'une vie, et à condition qu'aucune difficulté majeure ne vienne entraver leur progression, qu'un résultat leur est admis. Majoritairement, c'est une vie médiocre, sans perspective, qui leur est réservée. Chacune de ces 3 catégories d'humains comporte, évidemment, différents niveaux de hiérarchie. L'oligarchie dirigeante est composée des grands dirigeants des entreprises multinationales, des hauts dirigeants des grandes banques internationales, des principaux monarques du globe et des hauts dignitaires internationaux. La classe moyenne est constituée de 3 niveaux. Le premier niveau est représenté par les cadres supérieurs des entreprises privées et publiques et des notables. Le second niveau regroupe les professions libérales. Le 3e groupe correspond aux cadres du privé et du public et les commerçants. La base est composée par la multitude d'anonymes représentant les différentes strates de cette partie de la société humaine qui ne possède aucun pouvoir décisionnel et ne peut que subir les extravagances de leur oligarchie dirigeante. Ce sont les ouvriers de l'industrie, les salariés de l'agriculture et ceux des services. Les dirigeants des toutes petites structures, que sont les paysans, les commerçants et les artisans, n'ayant que quelques employés. L'écriture en général et d'un roman en particulier est un moyen, parmi d'autres, d'analyser et de transmettre de l'information. Il est toutefois important d'agrémenter cette information, pour la rendre mieux accessible. Les illustrations qui sont dispersées au gré des chapitres n'ont qu'un faible rôle didactique. Elles servent simplement à apporter un peu de fantaisie. Toutefois, il vous faudra convenir par avance, que la devise d'un roman, consiste à ce que toute ressemblance, avec des lieux ou des personnes, ne sera que pure coïncidence. À vous d'en méditer. En ce qui concerne les images d'illustration présentes dans cet ouvrage, elles appartiennent exclusivement à leurs auteurs respectifs. Elles ne sont utilisées qu'à titre illustratif, ne transgressant aucune législation en vigueur. Il convient de remercier le très grand nombre de personnes ayant contribué, directement ou indirectement, à la confection de cet ouvrage. Cette liste est beaucoup trop importante pour pouvoir y être transcrite. Alerte, le triptyque humaniste existentiel. Livre 3. L'insouciance de la conscience. Tome 1. Les livres brochés de cette collection Alerte sont en vente chez Amazon, livre français, Philippe Vaisseau. Alerte, le triptyque humaniste existentiel, ses romans. Le fascicule de présentation. Le livre 1, le dernier regard en 2 tomes. Le livre 2, les fictions de la science en 2 tomes.
Le livre 3, L'insouciance de la conscience en 2 tomes. Le fascicule d'expertise.